ça fait plaisir, hein, de nouveau de retour à LA. Toujours, toujours. C'est vrai qu'il faut qu'on soit au bout du monde pour arriver à s'attraper. Grave, c'est ça qui est ouf, hein. C'est qu'on se voit plus à LA qu'ailleurs. Bah ouais, c'est un peu le QG. Mais ouais. Non mais ça fait plaisir, franchement. La vie est douce, le temps est bon. Non, le cadre est exceptionnel ici. C'est pour ça que chaque année on vient. Il y a tout pour bien se sentir, pour bien bosser, pour bien être décontracté. Donc c'est carré. Ouais, parce que j'ai dit vacances, mais c'est pas vraiment les vacances. Mais... Non, pas vraiment. On est là surtout pour s'entraîner, se remettre en forme après une longue saison, soigner les pépins. Et puis aussi pour profiter, mais pas mal de boulot. Justement, le truc c'est ça, moi je sais, tu vas croire que je suis sportif de haut niveau, mais voilà, c'est le physique qui laisse penser ça, mais c'est pas le cas. Et je me suis toujours dit, comment déjà quand tu deviens sportif de haut niveau, est-ce que c'est un truc que tu as en toi depuis que tu es petit, où tu te dis tu as vraiment envie de faire ça, ou c'est tu as des prédispositions physiques ou quoi? Je pense que c'est un mixte, mais me concernant, c'était vraiment pas si sérieux au départ. On a commencé à jouer au foot. Normalement, j'étais dans un petit village, il n'y avait pas beaucoup d'autres activités non plus, donc on a commencé à faire du foot. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte que j'étais un mordu, quoi, et que c'était ça que je voulais faire, surtout quand j'ai commencé à évoluer un peu, à monter de niveau. C'est là où vraiment je me suis rendu compte que... Tu regardais du foot en même temps que tu en faisais, ou parce qu'il y a plein de gens, ils font du foot, ils commencent à kiffer, etc. Mais ils ne regardent pas forcément, tu vois. Il y a le plaisir de jouer, il y a le plaisir de regarder, parfois il y a les deux. Non, moi c'était les deux. Hein. C'était les deux, je me souviens encore, les matchs de Ligue des Champions où à la mi-temps, il fallait aller dormir parce que, vas-y, le lendemain on avait école. Mais non, j'ai toujours aimé ça, aimé regarder. Et puis plus tard, c'est devenu avec un autre œil. Avec un œil un plus, on va dire, d'analyser et de progresser. Genre, il est venu vite dans le sens où j'étais dans une petite équipe, un petit club, et on perdait souvent. Genre, quand je dis souvent, genre c'était 9 fois sur 10. Et en fait, très tôt, j'ai eu cette haine un peu de perdre. Cette haine de perdre. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a amené à me surpasser. Dès très jeune, j'étais hyper compétitif. Et je pense que c'est un des traits qui ressort chez moi. Genre, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé à arriver là où je suis, cette envie de gagner, quoi. Parce que quand tu disais que tu as grandi dans un petit village, comment justement tu arrives à jouer avec tes potes, tu vois que tu commences à avoir un niveau, peut-être tu es déjà pas mal par rapport à eux, etc. Comment tu fais ce switch en fait, en disant vas-y, je vais aller où je vais être repéré. Comment ça s'opère? Ça s'est fait progressivement en fait. J'ai commencé dans un petit club, donc la Douchée à Landiras. Et j'ai joué jusqu'à mes 12 ans. Et ensuite, il y a un recruteur qui est venu me voir, l'entraîneur d'un petit club aussi, mais qui joue à un niveau supérieur. Et comme j'avais déjà une envie de passer le cap parce que je sentais que j'étais prêt pour ça. Je suis allé, il m'a amené, j'ai joué une année dans ce club et ensuite c'est encore lui qui m'a amené dans un autre petit club à La Brède où je jouais encore à un niveau supérieur et c'est peut-être les années que j'ai préférées. C'était vraiment avec une bande de potes, la plupart c'est encore tous des très bons amis et c'est à partir de là je dirais que c'est vraiment devenu sérieux. Puisque après j'ai eu la chance de faire quelques détections qui ne sont pas forcément bien passées aux Girondins. Autour de U13, connu quelques échecs. Mais... C'était quoi les échecs? Juste t'es pas prêt, tu vas, mais au final t'es pas gardé pour différentes raisons. Pense parce que aussi j'étais pas prêt physiquement. Il y avait vraiment un monde d'écart entre ceux qui étaient déjà là après formation et moi. Et puis voilà, t'arrives et tu deviens ton petit club, tout va trop vite. Les gars, ça fait déjà un moment qu'ils sont ensemble. Et ils sont juste en avance et il y avait vraiment une trop grande différence. Ça, j'ai une question. Tu as 13 piges. Tu vas
tu es obligé, tu commences à rêver un petit peu. Bien sûr. À ce moment-là. Ouais. Et c'est un échec. Dans ta tête, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ça peut te détruire. Ouais, c'est vrai. Dans ma tête, en vrai, c'est comme je l'ai dit, le football, j'étais très compétitif, mais c'est toujours quelque chose que j'ai fait par plaisir, vraiment. Par plaisir, et j'avais pas, encore à cet âge-là, j'avais pas des ambitions. Je rêvais d'être footballeur, mais j'avais pas vraiment, c'était pas matérialisé par des ambitions. Et donc, en fait, je me suis dit, bon, mais c'est pas grave, on va se remettre au travail et on va continuer, parce que vraiment, j'étais dans un lieu avec mes potes où c'était vraiment du plaisir. C'était vraiment du plaisir, même j'étais presque content d'être là, tu vois. Et je pense que je crois au destin, tu vois. C'était juste pas le moment. C'était juste pas le moment, et j'y suis retourné plus tard et j'étais prêt. Donc tu pars de là, dans ta tête, tu dis pas que c'est fini en fait. Non, jamais. Tu dis que tu vas revenir Ouais. et que tu vas être plus fort. Ouais. Et qu'à ce moment-là, tu vas être prêt. Ouais, toujours, ça a toujours été ma... Donc le mental, il est déjà là en vrai. Ouais, le mental, comme je te disais, ça a démarré très tôt. Cette envie de gagner, mais surtout pas de pression. J'ai jamais été poussé par qui que ce soit dans ma famille. Tes parents, ils n'étaient pas comme certains, ça peut arriver, tu vois, où ils mettent une forte pression sur leur fils ou sur leur fille pour d'autres sports ou même pour le football. Non, ma mère, elle m'a toujours supporté dans tout ce que je faisais. Elle a jamais mis... Souvent, c'est ça le problème, projeter ses rêves ou ses ambitions à travers moi. Ça n'a jamais été le cas, et donc du coup, je pense que ça t'enlève un poids des épaules. Tu y vas sans pression, tu es là juste pour t'amuser, tout en gardant à l'esprit un peu plus tard que si c'est pas toi qui passes, c'est quelqu'un d'autre qui va passer. Donc il y a toujours ça en tête, mais c'était vraiment l'insouciance. Et je pense que ça va de pair avec la passion pour moi, dans le sens où si tu te projettes trop dans une matérialisation de ta passion en un métier à proprement parler, ça peut être dangereux, parce que justement là tu peux ressentir une pression qui peut être destructrice. Et je pense qu'il y a une différence entre la pression et la motivation. Ouais, exact. Et la pression, c'est, comme je disais, pour moi c'est négatif. C'est négatif. Souvent. La motivation, c'est positif. Ouais. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à faire le distinguo entre les deux. C'est souvent la question qui revient quand on me demande, des potes à moi me demandent si j'ai la pression avant tel ou tel match. Je leur dis, je suis de nature, j'ai jamais été stressé ou je suis assez cool comme ça. Ce que je leur dis, c'est qu'en fait, j'ai juste envie d'être sur le terrain et d'y aller, tout casser et prendre du plaisir surtout. Et comme tu disais, je pense que à partir du moment où tu es passionné, mais surtout tu gardes vraiment ce plaisir de jouer, ces rêves, ça va jamais être négatif, tu vas jamais avoir de poids en fait. Il faut arriver sur le terrain et être libéré, et c'est ça, je pense, qui te fait être la meilleure version de toi-même. Tu arrives en centre de formation. Je crois qu'à la base, c'est pas vraiment là où on t'attend. Pas du tout. Je suis arrivé et encore une fois, ça allait un peu trop vite. J'avais un gros retard sur les autres. Le retard, il se trouvait où en fait? Physiquement? Le retard, il se trouvait physiquement et dans aussi les exigences que tu retrouves au centre de formation. C'est-à-dire que je suis arrivé avec un groupe. La plupart, ils se connaissaient déjà, ils étaient en pré-formation ensemble, ils avaient l'habitude de faire certains exercices, notamment la vivacité, les appuis. Un truc qui était nouveau. Moi, à la vraie, on avait 3-4 cerceaux, tu vois. Et même, on faisait pas trop ce genre d'exercice. Donc, en fait, j'ai mis un peu de temps, surtout avec ma personnalité, j'étais assez réservé, assez introverti. J'allais pas forcément vers les autres, et c'est quelque chose que j'ai dû forcer pour réussir à m'intégrer. Et une fois que j'ai compris ça, que j'ai réussi à m'ouvrir, c'est allé assez vite, parce que j'ai compris que pour progresser, il fallait que je sois à l'écoute et que je bosse. Plus que les autres, puisque j'avais déjà du retard de base. Et à partir de ce moment-là, c'était comme un déclic. Tout s'est enchaîné, j'ai commencé à prendre de l'ampleur, que ça soit sur le terrain, mais aussi en dehors. J'étais beaucoup plus à l'aise avec mes coéquipiers. Et à partir de ce moment-là, quand tu es en confiance avec tes coéquipiers,
tout découle naturellement. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était pas ça. Parce que quand tu arrives en centre de formation, tu arrives à quel âge? J'arrive, j'ai 2013, j'ai 15 ans. Donc il y en a qui sont là déjà depuis longtemps. Ouais, parce qu'en fait, ça marche sur 3 années. C'est-à-dire que tu es avec des générations différentes, mais tu as déjà des mecs qui sont là depuis qu'ils ont 8 ans, tu vois, qui connaissent, qui ont été formés pour ça. Ouais, qui sont dans un environnement, un cadre déjà... Déjà propice. Mais j'ai eu la chance de tomber sur des bons coachs et une génération incroyable. On est quasiment encore tous en contact. Et c'est ça qui a rendu cette expérience du centre si belle, c'est que tu es en compétition. Parce que comme tu l'as dit, l'objectif c'est de passer pro et on sait déjà dès le départ que tous, on ne va pas y arriver. Ça fait un peu, tu sais, genre... Non, mais c'est vrai, c'est Hunger Games. Ouais. C'est Squid Games. Grave. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça la réalité. Et des fois, ça peut être problématique. Tu peux mal le vivre. Mais nous, on était vraiment une génération de potes. Et en fait, c'était la compétition, mais saine. Saine. Et ça, en fait, ça te permet encore une fois d'aborder ça beaucoup plus sereinement avec cette notion de plaisir. Parce que là, quand tu me parles du centre de formation, il y a plein de joueurs que je connais, ils ont vécu ça difficilement. C'était, comme tu le disais, ils vivaient mal la compétition entre les gens, entre des fois même, c'était assez tendu entre eux, etc. Toi, ça a l'air d'être vraiment passé, vraiment comme un bon moment, un truc, pour le coup, vraiment formateur, quoi. Bien sûr. Mais dans cet esprit d'équipe, il faut être un tueur. Il faut être un tueur parce que tu veux te démarquer, tu veux aller très haut. Et ça, c'est depuis toujours. Et en fait, c'est quand je suis rentré au centre, une fois que je suis arrivé ici, c'est vraiment là que c'est devenu sérieux et que je me suis dit que, comme tu l'as dit avant, je vais être le numéro 1, je vais être le meilleur. Il faut que je m'en donne les moyens. Et surtout, c'est te driver et te pousser toi-même parce que personne ne va le faire pour toi. Et au final, petit à petit, j'ai gravi les échelons, j'ai passé les catégories, j'ai pris de plus en plus confiance en moi. J'avais aussi la confiance des coachs. Et voilà, et quand tu travailles beaucoup et que tu crois en toi, au final, les bonnes choses, elles arrivent toujours. Et c'est ça qui m'a amené à réussir et à jouer en Ligue 1. Et en Ligue 1, tu arrives à quel âge? En Ligue 1, j'arrive à 19 ans. Mon premier match, il est à 19 ans. Assez, on va dire, tardivement. C'est un concours de circonstances un petit peu, en arrivant en Ligue 1. Si je ne m'abuse, je ne veux pas manquer de respect. Mais à ton poste, déjà, il y a du monde. Ouais, c'est un concours de circonstances parce que j'étais pas dans les plans. J'étais tellement pas dans les plans que juste avant de jouer mon premier match en pro, j'ai failli partir en prêt. Et c'était pas pour de la Ligue 1. C'était pour un niveau en dessous. Ouais, même 2. C'était pour aller jouer en national à Pau. Parce que, comme je te l'ai dit, j'avais vraiment cette envie d'y arriver. Et pour moi, c'est inconcevable de ne pas jouer. C'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas d'être à un endroit et juste de m'asseoir sur le banc et de ne pas jouer parce que c'est surtout à cet âge-là, quand tu es jeune, tu as besoin de jouer parce que c'est comme ça que tu acquiers de l'expérience. Et pour moi, c'était une bonne solution d'aller en national qui a un bon niveau pour pouvoir... Tu disais, tu vas prouver qu'en jouant que voilà, j'ai des qualités, j'ai mes qualités et forcément, on va me donner ma chance après dans un niveau supérieur. Exactement. Et au final, ça ne s'est pas fait. Et je suis revenu, reprise. Et on a un match contre Granville en Coupe de France. Énormément de blessés. C'était des catombes, frérot. Ouais. C'était même pas 1, 2, c'était peut-être tout le monde. Tout le monde. Mais malgré des ça, rouges, des blessures. Malgré ça, je m'attendais pas à jouer. Et au final, j'ai joué. Et j'ai beaucoup travaillé pour avoir ne serait-ce que l'opportunité. Et quand l'opportunité, elle est là, après, tu la gâches pas. T'es one shot. Et le match était rocambolesque. Vous perdez en plus. On perd, on finit à 9, etc. Mais dans tout ça, j'ai quand même réussi à faire mon match. Et après, j'ai enchaîné, je suis plus sorti de l'équipe.
J'ai joué toute la deuxième partie de saison. Ah, t'as joué v'là les matchs. J'ai joué, il restait... On était à la mi-saison, donc c'est pas compliqué, il restait 19 matchs, j'ai joué 19 matchs. Et en plus, moi, ce que je kiffe dans ton parcours, c'est... En plus, quand on s'est connus, il y a quelques années, moi, je savais même pas que tu étais footballeur. Non, mais pour de vrai. Quand on s'est connus, on se parlait à la cool et tout. Je savais même pas que tu étais footballeur, frérot. J'ai kiffé. Et j'ai vu tout de suite un bon état d'esprit, un bon truc, tu vois. Il y avait vraiment un bon truc qui se dégageait de toi. Et je pense que c'est tout ce que tu m'expliques tout à l'heure, c'est exactement ça. On parlait de rocambolesque, mais en vrai de vrai, plus rocambolesque que moi, je pense que toi, c'est difficile à faire. Parce que tu as démarré, tu as fait plein de choses avant d'en arriver là. Ah ouais, j'ai fait plein de trucs, comme je te disais tout à l'heure. Moi, j'étais pas prédestiné à faire ce que je fais aujourd'hui. C'est pour ça que je suis super reconnaissant tous les jours. Je suis croyant, je remercie Dieu et je remercie aussi les gens parce que sans les gens, on n'est rien, tu vois. Mais ouais, moi, il y a 18 ans encore, j'étais éboueur. J'étais éboueur dans le 20e, à Paris. Et je suis parti faire ce taf-là parce que je pensais que je pouvais pas faire grand-chose, en fait. Et qu'il fallait que je nourrisse ma famille. J'allais avoir un enfant. Il faut payer les factures, il faut... voilà. Et moi, j'ai arrêté les études très tôt. J'ai vécu avec ma mère toute ma jeunesse. Je suis parti à 17 ans, habiter à Paris avec mon père. Mes deux parents étaient handicapés, il est tombé dans le coma. Bref, c'était très compliqué. Malgré ça, tu as toujours gardé cette part de rêve en toi et te dire que, en vrai, c'était juste une étape, mais que tu voulais faire autre chose. Même pas. Tu vois, à cette époque-là, je rêvais pas encore. Ok. C'est-à-dire que je rêvais, j'étais dans la console, je jouais aux jeux vidéo et c'était ma part d'évasion, elle était là. Mais je savais pas encore que je pouvais transformer mes rêves et mes passions en métier. Parce que déjà, je sors du système scolaire en première, j'arrête le lycée en première, je continue par correspondance, mais il faut que je travaille. Et quand tu es dans ce cadre-là, comme je le disais tout à l'heure, c'est la survie. Ouais. Et là, j'ai pas... t'as même pas le temps de cogiter et de te dire qu'est-ce que j'aimerais bien faire, etc. Parce que il faut payer les factures, il faut manger, c'est les besoins de première nécessité, il faut se loger. Donc, à ce moment-là, en vrai, j'ai des rêves, mais ça reste des rêves. Mais il y a un truc que j'ai toujours aimé, c'était pouvoir partager des choses avec les gens. Donc j'ai fait de la poésie quand j'étais très jeune. Je fais de la poésie, tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais on peut le dire que tu as gagné un concours de poésie. Ouais, j'ai gagné un concours de poésie au plan régional et tout. J'ai fait plein de trucs quand j'étais vraiment jeune. Parce que en fait, j'ai toujours aimé l'écriture, j'ai toujours aimé pouvoir bien s'exprimer. Parce que c'était une ouverture avec les autres. Et je me disais que si tu arrives à bien t'exprimer, tu arrives à bien communiquer, tu arrives à bien te faire comprendre. Exprimer tes idées, tes opinions. Et tu vois, j'ai toujours aimé les débats. Et tu vois, pas que je veuille convaincre, mais confronter les idées. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est un partage. Bien sûr, et c'est ça qui fait avancer. Avoir le ressenti de chacun. Exactement, parce que quand tu grandis, tu comprends qu'en fait, toi, ce que tu penses, c'est pas forcément ce que les autres pensent. Et ce que toi tu penses, ça peut être bien pour toi, mais pas forcément pour les autres. Et souvent la vérité, elle est entre les deux. Exactement. Et on n'a pas le même ressenti, on n'a pas les mêmes perspectives, mais c'est pas moins intéressant. Et donc, je me disais, si j'arrive à bien m'exprimer, si j'arrive à bien partager des choses, eh bien, je vais pouvoir aussi recevoir des choses des autres. Et enfin, tu vois, il y avait cette volonté d'ouverture, etc. Et c'est à quel moment réellement que... Franchement, quand je suis éboueur, j'en peux plus. Ouais. J'en peux plus. Je me lève le matin. C'est un métier grave difficile. J'ai énormément de respect pour les gens qui font ce métier-là et plein d'autres métiers. Et à côté, j'avais fait plein de trucs avant, tu vois. Ouais. Je livrais les foyers de travailleurs immigrés. J'ai travaillé à la Cité des Sciences. Je faisais plein de petits trucs pour gagner de l'oseille. Quand je viens éboueur, à la base, je devais pas être éboueur. Mais bref, un concours de circonstances de racisme fait que je me retrouve éboueur. Et en vrai, je passe un concours à la ville de Paris parce que je me dis, vas-y, moi je veux une planque, entre guillemets, je veux être fonctionnaire. Et je suis tranquille toute ma vie. Ouais. Tu vois, j'ai pas d'ambition. Okay. Et je passe un concours à la direction de la propreté de l'environnement. Donc le truc où il y a les éboueurs, etc.
Et j'arrive, j'avais une grosse barbe à l'époque. Je suis reçu au concours, j'arrive pour prendre mon poste et tout, et le Kemé, il me dit quoi? Véridique, hein. Et moi, j'ai 20 ans à l'époque. Ouais, j'ai 20 ans. Super candide, je suis... Moi, je crois que en vrai, je vois... Je sais pas pourquoi, je vois pas le mal, tu vois, dans certaines choses. J'arrive prendre mon poste, et le Kemé, il me voit, il me dit ah, vous êtes musulman? Et je lui réponds oui. Il me dit alors, je vais vous mettre avec des gens comme vous. Et moi, mais tu vois, aujourd'hui, avec le recul, je me dis c'est une dinguerie. Mais à l'époque, je me dis ah, ok, bon, bah. Non, maintenant c'est. Et écoute, c'est une dinguerie. Il note une adresse sur un post-it. Il me dit ouais, allez là-bas. Je les appelle. Je dis ok. Et moi, là-bas, j'avais un taf de bureau, tu vois. J'étais reçu pour ça, tu vois. J'arrive là-bas. Et c'est ce qu'on appelle un atelier. L'atelier, c'est plusieurs endroits dans Paris, parce que là, c'était dans la ville de Paris, où les éboueurs sont avec les équipes. Et voilà, tu vois, c'est les QG des éboueurs dans différents arrondissements. J'arrive là-bas, je suis reçu par un Kemé, il me fait faire le tour, machin et tout. Et déjà, il y a un truc qui me choque, je te jure. Je me revois la scène encore aujourd'hui, et ça, j'en parle assez régulièrement, mais c'est quand même, ça me fait du mal. C'est que le mec me dit, et je précise, c'est un Renoir qui me dit ça, il me dit ça, il me montre le réfectoire, il me dit ça c'est la table des Blancs, et ça c'est la table des Noirs. Et je dis quoi? Il me dit mais c'est pas raciste, hein. Je dis c'est retour dans frérot quand même un petit peu, ouais. C'est table des Noirs, table des Blancs, et si c'est pas raciste, je sais pas ce que c'est, tu vois. Et ça me, franchement je suis choqué. Normal. Et il me dit non mais eux parce que eux ils boivent pas d'alcool. Je dis mais moi je bois pas d'alcool par exemple. Mais regarde-moi bien, je suis blanc. Je me mets où? Je me mets au milieu. Et tu vois, je suis entré dans un environnement où il y avait que des gens d'un certain âge. Tu vois, il y avait pas beaucoup de jeunes. Il y avait, je crois, il y avait un jeune. Il a pas fait longtemps là-dedans. Et je suis choqué, tu vois. Il continue à me faire la visite et il me dit. Ça, c'est le vestiaire pour que tu te changes et tout. Et là, moi, je bug. Je dis, mais comment ça, je me change? Et je vois qu'il est gêné, tu vois. Je me dis, mais comment ça Et là, il me dit, bah, en fait, tu viens en tant qu'éboueur. Je dis, quoi? Et je dis, bah non. Il me dit, si. Et là, je me dis, ah ouais. T'es fait Kaiser sauce. Je me suis fait carotte. Et je repars voir le gars que j'ai vu à la base. Il me dit, non, en fait, je t'ai envoyé là-bas parce que ton poste, il n'y a pas de disponibilité. Je dis mais comment ça? Mais je suis venu il y a quelques heures et mon poste il me dit non. Donc soit en fait t'es éboueur, soit t'es en réserve. Tu vois, comme au foot, tu vois, t'es réserviste, t'as pas de taf et t'es pas payé. C'est une dinguerie. Et là je me dis mais moi j'ai besoin d'argent, tu vois, pour vivre. Donc je dis bah vas-y, je vais faire ça. Et là je me retrouve dans un monde impitoyable. Un monde où déjà t'es invisible pour les gens. Dans la rue. Éboueur, quand tu es à la ville de Paris, c'est-à-dire que tu es derrière le camion. Ouais. Et après, une fois que tu as terminé ton service derrière le camion, ce qu'on appelle Reaper, tu balayes la rue. Okay. Et c'est là où tu vois, en fait, pour les gens, limite, tu n'existes pas. Tu vois, tu es là, tu balayes la rue et tout. Les gens ne calculent pas, ils jettent les papiers devant toi. Et tu sais, c'est dur quand même. Tu vois ça, tu dis, en fait, les gens ne te considèrent pas comme un être humain. Limite, t'es un PNJ dans les jeux vidéo, tu vois. T'es comme dans GTA, tu vois. Et à côté de ça, t'as quand même des gens qui venaient me voir et qui me disaient « Ah, merci ». Ils me remerciaient pour le travail. Franchement, j'ai des souvenirs où des gens, des mamans qui venaient me voir, qui me disaient « Ah, ça doit être difficile, tu vois, et tout ». Donc, ça s'est arrêté de manière un petit peu tumultueuse parce que le truc de la table des Noirs, des Blancs, j'ai pas accepté, en fait. Ouais. Et j'ai constaté qu'il y avait énormément de racisme. Il y avait des croix gammées sur les casiers. Wow. Moi, on me disait des trucs de ouf. Il y a des gens qui refusaient de travailler avec moi. Premier jour, on m'a dit pourquoi t'es pas resté normal? J'ai compris. Je dis comment ça normal? Il me dit ouais. Sans la barbe. Ouais. J'ai dit comment ça normal? Et franchement, à un moment donné, j'ai dit stop. J'ai dit soit je suis parti voir le responsable. J'ai dit soit tu leur dis d'arrêter parce qu'on savait qui faisait quoi, qui disait quoi. Et les gens qui étaient victimes de racisme, c'était des gens d'un certain âge. Ils me disaient non mais on n'est pas chez nous. Tu vois, ça me faisait mal d'entendre ça. Je disais attends, bien sûr que si, tu peux pas laisser passer ça. Et j'aurais été franchement hypocrite et j'aurais pas pu me regarder dans une glace si j'avais laissé passer. Et donc je suis parti, j'ai dit soit vous faites quelque chose,
soit je vais voir la mairie de Paris directement et je vais leur dire. Et là, ils font une réunion et tout. Il y a un gars qui dit non, mais... et les keumés qui, franchement, c'était des gros rastons. Ah, c'est pas du racisme, on rigole. Mais vraiment, littéralement, tu vois, le cliché du beauf, quoi. Et on rigole, machin, là. Et non, on rigole pas, en fait. C'est pas drôle. Ouais. C'est pas drôle de mettre une croix gammée sur un vestiaire, tu vois. Moi, moi, je suis musulman, j'ai une partie de ma famille qui est juive, une autre partie qui est catholique. Tu vois, je me retrouve tellement blessé par tout ça. Je vois les gens qui, au quotidien, tu vois, c'était des insultes de ouf. Vraiment, des trucs durs. Je me dis, mais c'est pas possible. La réunion, elle passe, il n'y a rien qui change. Je dis, bon, ça, moi, j'ai toujours aimé être un emmerdeur, tu vois. Donc, quand je vois une injustice... c'est pas pour faire le mec, tu vois, c'est pas pour me donner des airs, mais à un moment donné, ça va pas. Ouais, t'es obligé de mettre. Donc je vais à la mairie de Paris, je dis voilà, non, ça va pas, regardez ce qui se passe, machin. Ils reviennent, ils refont un truc et ils disent non, mais on rigole et tout. Et là, il y a eu une rébellion, les darons, ils se sont rebellés et ils ont dit stop, c'est fini tout ça, c'est fini, Et clairement, il y en a un, il a dit, je vais te casser la gueule. Il a dit, tu redis ça, je te casse la gueule. Et depuis ce jour-là, bah, ça allait mieux, sauf que bon, moi, ils m'ont viré d'une manière un petit peu pas très sympa. En gros, j'étais malade, ils m'ont dit, ouais, incapacité physique totale. Ok. En gros, j'étais handicapé pour eux, j'étais en invalidité. Et ça leur permettait de me virer comme ça, de pas payer. Je me suis retrouvé sans rien, tu vois. Ils m'ont dit, ouais, bah, maintenant, il faut que tu ailles t'inscrire en invalidité, et puis voilà. Et comment t'en es arrivé à rentrer dans le monde dans lequel tu es maintenant? C'est, on va dire, un concours de circonstances, oui et non. Pour la faire rapide, moi, à cette époque-là, j'avais des amis qui gravitaient déjà dans la vidéo, tu vois, dans le collectif Courtrajmé. Ouais. Et j'étais déjà ami avec Mouloud Achour, c'est mon frère, tu vois, depuis tout le temps. Et lui, il commençait déjà à faire de la télé et tout. Mais tu vois, moi, j'étais juste admiratif et je regardais faire et tout. Je le supportais, comme un gamin, tu vois. Ouais. Non, même pas comme un gamin, mais comme, tu vois, mon frère, il réussit dans un truc. Et je me dis pas, ah ouais, lui, il fait ça, moi, je peux faire ça. Pas du tout. Et puis, il y a une opportunité qui se présente et je suis encore éboueur à cette époque-là. Je suis vers la fin et on me dit, ouais, on est en galère. Pour un magazine, il nous faut un article sur, je sais plus si c'était Arnold et Willy ou Club Dorothée. Un des deux. Ils me disent, ah, bah, toi, tu kiffes ça, vas-y, tu peux me faire un truc, t'aimes bien écrire et tout. Je dis, ouais, bah, vas-y. J'écris le truc. Il me dit, ouais, bah, le rédac chef, il a kiffé. Vas-y, est-ce que tu peux t'occuper tous les mois de la rubrique série et télé? Je dis, vas-y, bah, avec plaisir. Mais je fais même pas ça je gagne pas d'argent, tu vois, à ce moment-là. Okay. Et fil en aiguille, je commence à gagner de l'argent dans ce magazine. Je prends de plus en plus je m'occupe du jeu vidéo, je m'occupe de musique et tout. Je commence à faire mes premières interviews, tu vois, avec Rof, tu vois, avec des musiciens, avec Alicia Keys. Et tu vois, moi, je me dis, mais comment je me retrouve? Je vais à mes premières avant-premières ciné. Et je me dis, mais... Ça va vite. C'est un truc de ouf, tu vois. Et donc ça, c'est de la presse écrite. Et là, je comprends, en fait. C'est ça que je veux faire. C'est maintenant que vient le déclic. Là, ma vie, elle change. Pas financièrement parlant, parce que je gagne 800 € par mois. Ouais. Mais je me dis, waouh, c'est un truc de ouf. Je gagne de l'argent en faisant ce que j'aime. C'est la première fois où je me dis, bah, en fait, on m'a menti toute ma vie. Ouais. Tu peux avoir un travail que tu aimes. Je pense que c'est la plus belle chose au monde. C'est se lever le matin et se dire, hey, t'aimes ce que tu fais, c'est un cadeau, c'est un privilège de ouf. Des fois, je me dis, ah, j'ai un rendez-vous, relou, ah, je dois faire... Et après, je me dis, mais attends. Ciao. Je me plains alors que tout le monde arrive à avoir un mauvais jour ou un jour où on a moins envie. Mais comme tu disais, après, on prend le recul nécessaire et on se dit que on est privilégié, on a de la chance de faire ce qu'on fait et qu'il faut y aller. Ne serait-ce que aussi pour avoir une pensée aux gens qui n'ont pas cette chance et qui réellement ont des métiers très durs. La dernière fois, je lisais un livre d'un mec qui disait que le plus important, c'est la discipline. Dans le sens où
il y a des jours où tu vas pas être motivé, mais tu dois faire ce que tu as à faire en fait. Et c'est un peu cette mentalité que j'essaie d'appliquer dans ce que je fais, dans le foot ou même dans la vie de tous les jours. C'est que tu as des objectifs à remplir, des objectifs à remplir et tu peux pas t'arrêter juste parce qu'aujourd'hui tu es un peu moins bien, tu es un peu moins motivé. Faut aller toujours plus loin et je suis d'accord avec toi là-dessus. Hein. On a tous, et c'est normal, des jours moins bien. Mais quand tu te projettes, tu dis que si tu veux arriver au bout de tes objectifs, tu es obligé de passer outre ces jours-là et d'être rigoureux, de travailler quoi qu'il arrive. Et voilà, tu es devenu pro, ton premier match et tout. Mais ton parcours quand même, il est assez ouf parce que j'étais super content de te voir en EDF. Je pense que quand tu es joueur pro, jouer pour son pays, c'est un truc de fou. Il n'y a rien de plus beau. Il y a rien de plus beau. C'est des émotions que tu retrouves pas ailleurs. Le stade, il peut être rempli pareil pour un match en club, mais c'est pas la même chose parce que tu sais que tu as toute une nation, tout un pays, tout un peuple derrière toi et ça te porte. Ça te porte et surtout que c'est des choses que tu vois à la télé quand tu es tout petit. T'en rêves, tu vois. Alors, au bout d'un moment, on passe du rêve à l'objectif, mais pendant très longtemps, ça reste qu'un rêve. Et quand tu as l'opportunité, la chance d'y arriver, faut en profiter, il faut saisir cette opportunité. Et surtout, là où je voulais en venir, et j'ai pas terminé ma phrase tout à l'heure, mais c'est que il y a peu de gens qui sont aujourd'hui en équipe de France, qui sont passés par là où tu es passé. Tu l'as pas dit tout à l'heure, mais ton contrat, quand tu arrives, c'est un contrat aspirant, c'est ça? C'est ça, c'est un contrat d'1 an. C'est un contrat genre, si t'es bon, t'es bon. C'est ça. Sinon, t'auras pas de deuxième chance. C'est ça. C'est les contrats qu'on donne aux joueurs en qui on croit à moitié. Et c'est soit tu saisis ton opportunité et derrière ça se passe bien comme ça a été le cas pour moi, soit à la fin de l'année, merci, au revoir. Et ça, c'est des choses qui forgent aussi parce que tu peux pas te reposer sur tes lauriers, jamais. Et c'est ça aussi dans mon parcours, j'ai toujours été obligé de faire des fois plus parce que on croyait en moi à moitié, ou on me voyait à une position où j'étais trop petit, où il y a toujours eu plein d'obstacles. Et je pense que c'est ça aussi qui a forgé mon caractère et cette envie de leur prouver qu'ils ont tort en fait. Et que peu importe les circonstances, peu importe ce que vous pensez, je vais travailler 2 fois plus pour au final jouer. Et tu penses que on est passé de Bordeaux à l'équipe de France, mais entre les deux, il y a un transfert quand même balèze à Séville. Quand tu vois que Séville vient te chercher et c'est un transfert important, là, à ce moment-là, est-ce que tu te dis que tu as réussi déjà quelque chose? C'est peut-être pas la finalité, mais tu as réussi déjà à prouver ta valeur. Oui, tu te le dis, mais tu es tellement dans une mentale à avoir des objectifs super hauts et tu te dis en fait c'est une étape. Parce qu'une fois que j'ai touché le monde pro, en fait à chaque fois je veux plus. Ça veut dire qu'on profite, j'étais hyper content et derrière je me dis ok, maintenant la prochaine étape c'est jouer, performer pour encore aller plus haut. Mais c'est sûr que quand tu regardes dans le rétro, il faut avoir ce temps où tu savoures les moments comme ça, les réussites, des plus ou moins grandes, parce que on sait ce que c'est aussi d'avoir eu des échecs. Et même si on est très compétitif, même si on est obsédé par la gagne et cette envie d'être le meilleur, c'est important d'apprécier ces moments. Et de la même manière que toi, dans ton parcours, il y a toujours eu ces petits moments où tu as dû te dire ça y est, là je commence à y être, je commence à toucher vraiment ce que je veux faire. Moi franchement, ce que tu dis, vraiment c'est quelque chose d'intéressant, tu vois, quand tu dis qu'il faut savoir savourer, tu vois, à certains moments. Moi j'ai eu beaucoup de mal à faire ça, parce que pendant très longtemps j'ai été, comme tout à l'heure je parlais de la presse écrite, après quand la presse écrite s'est cassée la figure, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant? Je ne veux pas lâcher ça, tu vois. Mais il y avait l'économie de la presse écrite, elle n'existait plus, tu vois. Et quand j'ai commencé à faire de la télé et à être sur Internet, je me suis dit mais
je veux pas lâcher la vie que j'ai commencé à toucher, tu vois. Je me dis, mais comment je vais réussir à rebondir, quoi. Et j'arrivais plus à savourer à ce moment-là, parce que je me suis dit, pendant longtemps, je me suis dit, allez, vas-y, tout peut s'arrêter. Et encore aujourd'hui, tu vois. Ouais. Mais c'est très vrai ce que tu dis, c'est que si tu savoures pas, à un moment donné, tu t'arrêtes pas, parce que ça va toujours vite, tu vois. Ouais. Moi, je me dis, ah, j'ai fait ça, mortel. Je coche ma liste. Super, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Mais non, faut que je m'arrête. Je me dis, hey, franchement, c'est un truc de ouf à mon niveau, tu vois. Mais il y a toujours des gens qui font mieux, qui font toujours des trucs encore. Mais déjà, si toi, à ton niveau, tu es satisfait de toi, de ce que tu as pu faire, de ce que tu as pu provoquer chez les gens, de ce que tu as pu partager avec eux, c'est super important. Et pendant longtemps, j'étais dans ce truc de, vas-y, j'ai fait ça, bon, ok, hop, je travaille sur le reste. Qu'est-ce que je vais faire après. Et maintenant, j'essaye d'avoir ce recul. Là, je l'ai eu sur des choses que j'ai faites il n'y a pas longtemps, où je me suis posé. Une fois que c'était terminé, je me suis dit, waouh. C'est fort quand même. C'est un truc de ouf quand même. Je me dis, attends. Et tu sais, quand il y a des gens, ils disent, ah ouais, c'est charmé, c'est mortel et tout. En fait, ça te fait plaisir, mais parfois, tu réalises pas forcément. Et tu te dis toujours, moi, je vois toujours les gens qui font des trucs encore plus fous, tu vois. Ouais. Je me dis, mais attends, mais lui, il fait ça, c'est un truc de ouf, j'aimerais bien. Et comme tu vois, comme tu disais, c'est la passion et tout. J'ai tellement de passion, je me dis, je veux toujours faire plus. Mais en vrai, parfois, tu as 100% raison, faut se poser, tu savoures. Et quand c'est une victoire, c'est une victoire. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça aussi qui permet après de continuer, parce qu'au bout d'un moment, je pense que quand tu es toujours dans le on passe à autre chose, il va y avoir un moment où tu vas fatiguer. Tu deviens cynique. Grave. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si tu n'as plus l'émotion, si tu fais ça, limite, c'est pas mécanique, mais c'est t'aimes ce que tu fais, mais ton objectif, c'est toujours. Enfin, tu es toujours sur l'objectif d'après et tu n'as pas en fait la satisfaction d'avoir réalisé l'objectif d'avant. Non. Ouais. Mais c'est important. Parce que c'est ce qui te permet aussi de réaliser, peut-être qu'au final, tu as réalisé cet objectif-là, mais peut-être que tu aurais pu mieux faire différemment. Tu aurais peut-être pu avoir une autre perspective et qui te permet aussi d'avancer par la suite pour pouvoir réaliser d'encore plus belles choses. Et puis, chacun a ses limites aussi, tu vois. Ouais. Donc, à un moment donné, c'est bien aussi de se dire, ok, on a fait ça, c'était bien. Peut-être que dans ce domaine-là, t'as fait le tour de ton truc, et puis voilà. Ouais, évoluer. Bien sûr. Évoluer. C'est important, je pense, de pouvoir se fixer de nouveaux objectifs, mais aussi de pouvoir composer avec ce que tu as déjà fait, parce que ce que tu as déjà fait, ce que tu as déjà réussi, ça compose ce que tu es aujourd'hui et ce que tu vas être demain. Yes. Donc c'est aussi ça, quoi. Et on est dans un monde, comme je le disais tout à l'heure, où tout va très vite. Ouais. Mais parfois, c'est bon de ralentir aussi un petit peu. Tu vois ? C'est vrai. Aujourd'hui, tout va vite. Et c'est une ère qui est comme ça. Mais je dis souvent aux plus jeunes, je dis... parce que moi, je suis plus vieux. J'ai connu une époque où... je connais Internet aujourd'hui, mais j'ai connu l'avant Internet. Ouais. Où, si tu voulais une information, il fallait aller à la bibliothèque. C'était compliqué, tu vois. Aujourd'hui, tu as Google. Ouais. Mais c'est tout. La répercussion, elle est globale. Donc, prenons le temps... même nous à notre niveau d'apprécier les choses, quoi. C'est important. T'es devenu pro, t'as évolué de club en club, t'es un des défenseurs les plus convoités, t'es en équipe de France, t'as coché plein de choses justement. Est-ce que c'est quoi encore les objectifs que tu te fixes, et au-delà des objectifs, les rêves, quoi? On a coché quelques-unes, mais il y en a encore beaucoup à cocher. J'ai pris le temps de savourer les victoires, petites ou grandes, et on passe direct à autre chose. Mes rêves, c'est de tout gagner. C'est de tout gagner, la Coupe du Monde, l'Euro, tout ce qui est possible. J'ai vraiment envie de laisser une trace, et surtout, c'est vraiment le côté de compétiteur qui m'anime depuis petit. Et à partir du moment où je suis rentré dans ce monde-là, dans ce monde pro, je me suis dit que c'était pour devenir le meilleur, et j'essaie de me donner les moyens d'y arriver, tout en gardant ce plaisir du jeu,
Parce que je pense que c'est ça qui te mène loin et qui fait que tu peux avoir une carrière qui dure dans le temps, Bien sûr. Au très haut niveau. Mais je sais que pour ça, faut prendre le temps. Comme tu disais tout à l'heure, faut pas aller à 100 000 à l'heure. C'est vraiment un marathon. C'est vraiment un marathon. Et voilà, mais je sais que de ton côté aussi, en ce moment, tu as plein de projets, plein de choses différentes sur lesquelles tu travailles. Et où est-ce que tu en es? Puisque tu as déjà fait beaucoup de choses aussi. Bah en fait, moi, j'estime pas avoir fait beaucoup de choses, moi personnellement, tu vois. Mais quand je fais le bilan, comme on disait un petit peu tout à l'heure, quand je remets en perspective, ouais, j'ai fait plein de trucs et j'en suis super fier. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire encore, tu vois. Moi, j'aime beaucoup la réalisation, j'aimerais bien faire des films et tout. Mais c'est aussi des choses sur lesquelles je dois énormément travailler. Je réalise un petit peu et tout, mais j'ai encore énormément de travail avant de pouvoir faire quelque chose. Et tu vois, faut pas précipiter. Et en même temps, tu vois, j'ai ce que je fais dans la sneakers, etc. C'est une des facettes de mes métiers qui me passionne véritablement et j'ai envie de pousser, que je pousse de plus en plus. J'arrive à un âge où, comme je te disais tout à l'heure, le partage pour moi il est extrêmement important. Et tu viens de dire un truc, c'est tu as envie de laisser une trace. Moi aussi, modestement, j'ai envie de laisser quelque chose. Et j'ai envie de laisser quelque chose pour les plus jeunes, pour les gens qui ont eu moins de possibilités, qui ont eu moins d'accès, qui ont eu voilà, une vie qui est plus compliquée. Et j'ai envie de, tu vois, d'être aussi au service des autres. Et c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et au-delà de mes perspectives personnelles, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de... Ça a toujours été le cas parce que j'ai toujours été dans le partage, même dans mes émissions, j'ai envie de partager avec les gens quelque chose de passionnel. Mais aujourd'hui, j'ai envie de transformer ça aussi en quelque chose de plus concret et d'avoir, même dans les projets que je mène au niveau de mes pairs, d'essayer, tu vois, d'aider d'une manière différente, de laisser une trace et en vrai, d'être utile. C'est surtout ça, tu vois, être utile aux autres. Au-delà de ses propres intérêts, c'est... J'ai mes objectifs perso et tout, machin, mais le vrai truc, c'est pouvoir se dire, bah, tu vois, je me dis à quel moment j'ai pu être utile à la communauté, tu vois. Ouais. Quand je dis la communauté, c'est mes semblables, tu vois, c'est l'être humain. Et on vit dans un monde tellement individualiste mais en même temps, je vois tellement de belles choses, je vois tellement de belles personnes qui se donnent vraiment. Pour moi, le futur, il passe par là, il passe par l'autre. Et c'est extrêmement important, mais je pense qu'on aura l'occasion de développer tout ça par la suite, puisque notre discussion va continuer. On ne s'arrête pas là. Exactement. Il y a un truc qu'il faut qu'on évoque, c'est le style. Le style, le flow et tout. Mais toi, t'es venu avec 18 heures. Ouais. C'est ça? Ouais. Pour combien de temps? Bonjour. Il y a un truc que je kiffe, c'est qu'on n'est pas de la même génération, mais on a plein de points communs, notamment là-dessus et sur une série en particulier, sur Les Sopranos. On est d'accord, c'est top. C'est top 1. Top 1. C'est top 1. Je peux pas passer une journée en fait sans écouter de la musique.